J'ai le plaisir de recevoir Florian Tardif. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui défrayez la chronique depuis plus d'une semaine, donc avec ce livre Un couple presque parfait. C'est aux éditions Albin Michel et vous êtes plongé. Et on sent en lisant que ce sont des années et des années de travail, de coulisses, d'interrogations, de SMS, d'appels, j'imagine, très matinaux, parfois très nocturnes aussi, sur tout l'entourage du président de la République et du couple qu'il forme avec Brigitte Macron. Ils sont donc deux. Pourquoi avez-vous eu envie, alors qu'on s'approche bientôt de la fin du deuxième quinquennat du président de la République, de vous plonger et de vous attarder sur cet angle-là, l'angle du couple ? Alors pourquoi l'angle du couple ? Tout simplement parce que je pense que pour comprendre Emmanuel Macron, il faut également comprendre le couple qu'il forme avec tous les deux, avec Brigitte Macron. Je le dis d'ailleurs dès le début du livre, on ne peut comprendre Emmanuel Macron sans s'attarder sur la trajectoire de Brigitte Macron, tout simplement parce que cette vie, ils l'ont rêvée ensemble, construite à deux. C'est un couple très fort, c'est un couple de pouvoir. Je montre à quel point elle s'est mise au service non pas de son ascension mais de leur ascension. C'est en tout cas ce que me répètent leurs proches. Ils ont à un moment donné, au début de leur rencontre, ils ne s'attendaient pas tous les deux, elle notamment, à ce que il aille vers la politique. Elle le dit assez clairement, elle l'a répété ces dernières années. Elle s'attendait à ce qu'il devienne écrivain, acteur, en tout cas qu'il se dirige plutôt vers les arts. Mais à partir du moment où lui veut accéder au pouvoir, elle se met très concrètement au service de cette ascension. Et ensuite, à l'Élysée, ils ont des échanges régulièrement, quasiment quotidiennement. Ils débriefent. C'est ce qu'ils disent tous les soirs. Avec des rituels auxquels les deux tiennent, que ce soit le petit déjeuner ou de préférence le dîner, ils veulent leur moment à l'Élysée. Ils veulent leur moment à l'Élysée tout simplement parce que quand ils arrivent à l'Élysée, ils se rendent compte très vite d'une chose, ils ont perdu toute liberté. C'est-à-dire que c'est très très fort. Je raconte une scène au tout début du livre où lui arrive et il se dit mais en fait est-ce qu'il y a un endroit à l'Élysée, que ce soit dans le palais ou à l'extérieur, dans les jardins, où je peux être seul, où en fait juste je peux avoir un moment seul, je peux lire le dos offert au soleil, enfin comme n'importe qui voudrait s'accorder un petit moment à un moment donné de sa vie, que ce soit le week-end ou même en pleine journée, pour réfléchir, pour passer peut-être un moment d'intimité avec sa femme, avec les enfants de son épouse, et les petits enfants de cette dernière. Par rapport à sa femme, il tient à ce qu'elle soit heureuse. Ça sera d'ailleurs la consigne qu'il donnera à celui qui sera pendant très longtemps le directeur de cabinet de Brigitte Macron, c'est de lui dire « Je te préviens, ta mission, c'est de faire en sorte qu'elle soit heureuse, parce que si un jour je rentre et qu'elle me dit en réalité je suis malheureuse, je ne pourrai pas tenir et je raterai le quinquennat ». C'est fort quand même. C'est très très fort. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé au couple, tout simplement parce que on a une sorte de pudeur en France, en estimant que pudeur et aveuglement, peut-être même, j'irais jusqu'à dire cela, tout simplement parce que on estime que les dirigeants, puisque ce sont nos représentants, c'est d'ailleurs assez symbolique en termes de mots, prennent forcément des décisions rationnelles, en tout cas essayent de projeter le côté surhomme en fait. Ouais, le côté surhomme, et c'est d'ailleurs ce qu'on a tenté de construire autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on tentait de construire ces communicants. Mais comme le dit Montaigne, à un moment donné, chaque homme porte en lui une forme entière de la condition humaine, c'est-à-dire que même lorsque l'on est président de la République, on est traversé par des peurs, par des doutes. C'est ce que j'explique dans ce livre. Bien évidemment que l'entourage, si l'entourage n'est pas bien, on n'est pas bien. Enfin, à un moment donné, ça se comprend. Et il faut préserver cet équilibre-là. Il faut préserver cet équilibre, tout simplement parce que Brigitte Macron, et c'est ce que je tente d'expliquer dans ce livre, est un point d'équilibre pour le président de la République. C'est-à-dire que lorsque parfois il vacille, elle est là. Et vous racontez plusieurs scènes parfois en effet, et elle le cadre, et elle l'aide à tenir, et elle aide à parfois même prendre les bonnes décisions. Votre livre, je le disais depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours, défraie la chronique parce que vous avez décidé d'écrire, alors je tiens à le dire, ce n'est que quelques lignes et quelques pages à peine dans la totalité de votre œuvre, sur une relation, alors platonique, vous le précisez, qu'aurait pu entretenir et qu'aurait entretenu le président de la République avec une actrice iranienne. Vous qui pourtant dès le début de ce livre, dans les premières pages, expliquez à quel point votre livre ne sera pas, on va dire, de briser cette intimité du couple présidentiel, seulement d'essayer d'expliquer comment aujourd'hui déjà vous avez vu, comment vous avez vécu ces quelques jours et comment vous avez réussi à tenir cette promesse malgré ces révélations, selon vous, entre respect à la vie privée et le fait quand même de dévoiler une telle anecdote.
Ça a été très dur. Pendant l'écriture de ce livre, je me suis posé beaucoup de questions, tout simplement parce que je souhaitais dresser un portrait assez fidèle du couple, de lui, d'elle, des deux. Et il y a eu cet événement dont on a tous été témoins. Assez rapidement, j'ai su ce qui s'était passé. En tout cas, j'en avais eu des échos à l'époque. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu décides d'en parler ou de ne pas en parler ? Et si tu en parles, qu'est-ce que tu dis précisément ? Et j'ai même eu parfois des discussions avec des membres de l'entourage de l'un et de l'autre. J'aurais même parfois posé la question. Et certains m'ont dit, c'est compliqué de ne pas en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu... Ça a vraiment été un marqueur. Oui, ça a été un marqueur. Et puis, si tu fais l'impasse sur cet épisode, on va soupçonner que tu caches quelque chose et que on a essayé de t'imposer d'une certaine manière, en tout cas faire pression sur toi pour éviter que tu n'en parles, ou en tout cas pour tenter de cadrer les choses. Et vu que la promesse de ce livre, c'était de tenter de montrer le couple tel qu'il est, y compris parfois dans ces moments de faiblesse, effectivement, je me suis dit, il faut que tu abordes cet épisode. Ensuite, je me suis fixé une ligne rouge, après avoir échangé avec l'ensemble des entourages, après avoir échangé d'ailleurs également avec la première dame à ce sujet. La ligne rouge, c'est de ne pas pénétrer dans la chambre du couple présidentiel. Dans l'A330, il y a une partie privée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette partie privée et je me fie à ce qui a été raconté par ses proches. Et bien évidemment, pour vérifier la version des proches du couple, j'ai également tenté de recouper mes informations avec des sources extérieures. Et tous m'ont donné la même version. En tout cas, cette version que vous livrez dans le livre. Et je précise tout de même que je donne également, puisque ça a été démenti par l'Élysée, je donne la version de la première dame. Je l'écris officielle, noir sur blanc. La version, il y a même eu plusieurs versions. Et la dernière version qui m'est donnée, qui est celle de la première dame, qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait pas descendre de l'avion, etc. Elle est écrite dans le livre, et je dis bien, c'est la seule version que donnera le couple, le couple, en tout cas que donnera son entourage. Florian Tardif, Un couple presque parfait, c'est aux éditions Albin Michel. Vous êtes plongé dans les coulisses de ce couple, quoi qu'on en pense, de toute façon étonnant. Et ce duo, la manière dont ils ont réussi, et vous le racontez, à grimper les marches du pouvoir ensemble. Aujourd'hui, quel portrait vous faites de la première dame, Brigitte Macron? On l'a découverte à la une de la Tribune du dimanche il y a 2 semaines, expliquer à quel point elle avait vu la noirceur humaine, à quel point ça a été pénible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une décision d'être arrivée au sommet, même en compagnie de son grand amour quand même, qui est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est une décision qu'elle regrette? Je ne pense pas qu'elle regrette cette décision-là. Est-ce qu'elle aurait souhaité une autre vie? C'est possible. D'ailleurs, il y a une scène assez touchante, puisqu'il y a des moments assez touchants tout de même dans ce livre. Il y a une scène assez touchante qui s'est passée il y a quelques mois, où elle évoque l'un de ses rêves, où elle dit je rêve aujourd'hui d'une vie tranquille, dans une maison en bord de mer avec des volets bleus. Les petits enfants qui courent. Des petits enfants qui courent sur la plage. Voilà la vie qu'elle aspire aujourd'hui, en tout cas auquel elle aspire aujourd'hui. C'est pas la vie qu'elle a. Effectivement, c'est 10 ans. 9 ans, bientôt 10, passés à l'Élysée aux côtés de son mari. Elle ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle aurait voulu d'un second quinquennat? Non. Le deal entre eux, vous le racontez très bien, voilà. C'est le fameux contrat, c'était un quinquennat. C'est le terme qu'elle utilise. On avait un contrat, le contrat c'était un quinquennat. Elle redoutait le deuxième. D'ailleurs, dès le début, dès le soir même quasiment de la réélection de son mari, elle dit ça va être long. Elle sent que le deuxième quinquennat va être plus compliqué. Et oui, aujourd'hui, elle aspire aux joies simples d'une femme qui a, d'une certaine manière, renoncé à une partie de sa vie pour son mari. C'est très fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je la compare à ces femmes de Sardanapale, ce roi légendaire d'Assyrie qui sont prêtes au sacrifice ultime. C'est-à-dire c'est un roi qui perd le pouvoir et voyant le pouvoir lui échapper, décide de mettre le feu à son palais, de périr dans son palais avec ses femmes, avec ses gardes, etc. Et il y a une femme il y a ce fameux tableau de Delacroix, vous pouvez regarder sur internet ou autre, qui est vraiment allongé sur le lit de ce roi et qui est dans cette
amour absolu, qui est prête vraiment à périr aux côtés du roi. Si, il y a quelques années de sa vie, ou en tout cas une vision de la vie qu'elle voit, elle, comme étant un idéal qui ne pourra pas se faire, alors à cause ou grâce à Emmanuel Macron. Ce qui est très frappant, et c'est peut-être ce dont on ne parle pas souvent quand on vous interroge sur ce livre, Un couple presque parfait aux éditions Albin Michel, c'est précisément à quel point, vous l'avez évoqué, l'image de surhomme en fait d'Emmanuel Macron, à quel point déjà c'est fabriqué. Parce qu'il a l'obsession du retour en politique, vous le racontez par plein d'anecdotes, l'obsession du retour en politique, c'est sa came, il est dedans, il veut revenir, 2032, 2037, il y pense sérieusement. Et 2, c'est à quel point le mythe du surhomme que la presse a dessiné, que certains conseillers ont dessiné pour lui, est quand même loin de la réalité, parce que ce soit au moment de ses études ou même lors de rencontres avec de grands dirigeants internationaux comme Donald Trump, il y a des moments qui sont plus que des moments de faille pour lui. Oui, tout simplement parce que c'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense, qui doute énormément. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est un problème, c'est juste que c'est une construction différente par rapport à d'autres dirigeants. Je fais notamment le comparatif effectivement avec Donald Trump, où je raconte une scène qui s'est produite à la Maison Blanche en avril 2018, qui est d'ailleurs également rapportée par Bruno Le Maire. Qui est l'une des premières rencontres entre Emmanuel Macron et Donald Trump aux États-Unis. Il y a un différend entre la France et les États-Unis qui est l'exportation de poulet écloré des États-Unis vers l'Europe et notamment vers la France. Donc Emmanuel Macron sait très bien que le sujet va être abordé par le président américain et donc il se prépare. Mais comme s'il devait passer un concours d'une grande école. Il bosse. Il arrive face à Donald Trump, il fait une démonstration remarquable. Et vraiment, on me l'a raconté comme ça, remarquable. Donald Trump ne dit rien. Et à la fin de la conversation, il met les 2 poings sur la table, il se lève et il dit ceci: je mange ce poulet chloré depuis l'âge de 5 ans. Regarde-toi, regarde-moi. Oui. C'est-à-dire, la toi, différence. t'es pas grand chose. Moi, je fais 110 kilos. Je suis en pleine forme. Et c'est en pleine forme. Et puis vous racontez comme ça plein d'autres anecdotes qui racontent qu'en réalité, ce que beaucoup ont décrit comme un surhomme est surtout quelqu'un qui a toujours angoissé de ne pas être suffisamment à la hauteur. Et pour plein d'anecdotes, et sur le président, et puis sur ces 2 quinquennats, et sur ce couple, c'est un couple presque parfait qu'il faut lire. Et c'est de vous, Florian Tardif, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être passé du côté de Sud Radio. Dans un instant, la France au bout du fil. À tout de suite.